En Allemagne, les contrôles aux frontières montrent leurs limites, une mesure critiquée par les Verts, tandis que la police réclame davantage de moyens. Israël a autorisé l'entrée d'une poignée de camions d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, une quantité insuffisante selon les Nations Unies qui estiment que des milliers de personnes souffrent de malnutrition. Après 3 ans de négociations, les pays membres de l'OMS ont approuvé mardi un traité pour accélérer la réponse sanitaire en cas de nouvelle pandémie. La nouvelle politique migratoire de l'Allemagne commence déjà à poser problème. Le ministre de l'Intérieur Alexander Dobrindt a renforcé les contrôles aux frontières. Toute personne entrant dans le pays sans autorisation, y compris les demandeurs d'asile, doit être strictement refoulée. Mais les tensions se multiplient avec les pays voisins. La Pologne, la Suisse et le Luxembourg ont tous déjà refusé d'accueillir des migrants. Combien de temps encore le ministre de l'Intérieur pourra-t-il maintenir cette mesure ? Man sieht jetzt gerade, dass sich massiver Protest mehrt in unseren Nachbarländern, dass hier eben auch deutlich gemacht wird, wir nehmen die Leute nicht einfach zurück, wenn Deutschland sich nicht an diese Dublin-Regeln hält. Und genau diese Frage muss die Bundesregierung jetzt beantworten, wie sie dieses Chaos beenden will. Deswegen Menschen mit wirklich kriminellen, terroristischen Absichten, ja, die werden einen anderen Weg finden. Es ist auch davon auszugehen, dass Menschen, die zurückgewiesen werden, es einfach nochmal versuchen. Récemment, l'Allemagne a de nouveau été secouée par des actes de violence. Dimanche à Bielefeld, un Syrien arrivé dans le pays en 2023 a poignardé les clients d'un bar et aurait pris la fuite. 5 personnes ont été grièvement blessées. Selon les enquêteurs, il s'agit d'un attentat. Le syndicat allemand de la police affirme que les politiques frontalières actuelles ne suffisent pas. Die Tat in Bielefeld definiert sich insbesondere dadurch, dass wir ganz konkret davon ausgehen können, dass es sich hier um einen terroristischen Anschlag handelt. Vor allem zeigt es auch, wie gefährlich unkontrollierte Migration ist. Es ist nicht zum ersten Mal, dass ein Mensch aus dem Asylhauptherkunftsland hier Straftaten gegen Leib und Leben begeht. Insbesondere bei dem Bereich Sexual- und Gewaltdelikten sind es überproportional viele Menschen aus den Asylhauptherkunftsländern. Und schon deshalb definiert sich diese Migrationskrise zu einer echten Kriminalitätskrise und führt am Ende des Tages auch zu einem kollektiven Freiheitsverlust. Zurückweisungen sind sicherheitsspezifisch nur ein ganz kleiner Baustein eines großen Puzzles, wenn es darum geht, diese Kriminalitätskrise im Land für beendet zu erklären. Der Bundesinnenminister muss die Bundespolizei materiell, finanziell, personell und gesetzlich vernünftig ausstatten. Wir brauchen bundeseigene Abschiebehafteinrichtungen, Ankerzentren plus. Wir müssen die Gerichtsbarkeit stärken und vor allem müssen wir die Pull-Faktoren beenden, indem wir die finanziellen Anreize nun mal eben etwas entgegenwirken. Und die rhetorisch starken Worte von unserem Bundeskanzler im Wahlkampf sind uns noch in bester Erinnerung und an diesen Taten wird er jetzt auch gemessen und das ist folgerichtig. Une proposition visant à établir une nouvelle entité à Gaza après la défaite du Hamas est à l'étude côté israélien, selon un document daté de décembre 2023 dont Euronews a eu connaissance. Présentée au gouvernement, la proposition de 32 pages expose une vision pour Gaza après l'éradication du mouvement terroriste en se concentrant sur la reprise économique, le développement des infrastructures et la réalisation de ce que les auteurs appellent un processus de dénazification. Le projet exclut la souveraineté palestinienne, la présence d'une quelconque autorité palestinienne ou de l'agence d'aide humanitaire des Nations Unies, l'UNRWA. Le projet est divisé en 3 étapes. Au cours de la première, l'armée israélienne prendrait le contrôle total de Gaza, y compris la frontière avec l'Égypte, en établissant des zones tampons et en imposant éventuellement la loi martiale. Les militaires géreraient les affaires civiles jusqu'à ce qu'une nouvelle structure de gouvernement soit mise en place. La deuxième consisterait à installer une nouvelle gouvernance. Israël établirait 5 conseils administratifs autonomes chargés de gérer la vie quotidienne. La proposition suggère que l'État hébreu établisse une autorité centrale pour la distribution de l'aide et de la reconstruction qui pourrait être co-gérée avec les États-Unis, certains pays européens et certaines nations arabes. L'éducation serait étroitement surveillée, y compris les activités extrascolaires, avec une forte supervision israélienne et serait conditionnée à l'acheminement de l'aide. Une troisième phase impliquant une éventuelle autodétermination palestinienne est reconnue, mais le plan n'en précise pas encore les modalités. Enfin, le plan critique vivement l'Union européenne et l'exclut quasiment du processus. Il affirme que la coopération internationale n'est pas essentielle à la mise en œuvre, mais qu'elle serait très utile pour en accélérer le succès.
Voilà comment l'ONU décrit la lente reprise de l'aide humanitaire à Gaza, décidée ce dimanche par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Lundi, pour la première fois depuis plus de 2 mois et demi, Israël a autorisé l'entrée de 9 camions d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, selon l'organe de défense israélien chargé de coordonner l'aide dans l'enclave palestinienne. L'État hébreu affirme ne pas vouloir qu'une famine mette en péril sa nouvelle offensive militaire dans le territoire. Le gouvernement israélien a par ailleurs assuré qu'il faciliterait dans les jours à venir l'entrée de dizaines de camions d'aide. Pour superviser l'entrée de ce convoi, Washington a annoncé qu'une nouvelle fondation prendrait en charge la distribution de l'aide dans le territoire palestinien. Selon un rapport de l'UNICEF publié le 12 mai dernier, 71 000 enfants et plus de 17 000 mères auraient besoin d'une prise en charge urgente contre la malnutrition aiguë, notamment à cause du blocus humanitaire. Au même moment, Israël poursuit son offensive terrestre et aérienne sur la bande de Gaza. Près de 44 personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes ces dernières 24 heures, selon les autorités locales contrôlées par le Hamas. Donald Trump et Vladimir Poutine ont échangé par téléphone lundi soir pendant plus de 2 heures. Une conversation qui s'est très bien passée, a écrit le président américain sur son réseau Truth Social. Ce dernier a également assuré que Vladimir Poutine souhaite réellement mettre fin à la guerre. Donald Trump a ensuite informé Volodymyr Zelensky de la teneur des échanges et a affirmé que la Russie et l'Ukraine allaient entamer des négociations immédiatement. Le président américain a également annoncé prévoir une reprise massive des échanges commerciaux entre Washington et Moscou, mais en conférence de presse, Donald Trump s'est montré plus réservé. I think something's going to happen. It's a very big egos involved, I tell you. Big egos involved, but I think something's going to happen. And if it doesn't, I'd just back away and they're going to have to keep going. Again, this was a European situation. It should have remained a European situation. De son côté, le dirigeant russe a déclaré qu'un cessez-le-feu était possible si, selon ses termes, les bons accords étaient conclus. Le chef du Kremlin a également confirmé que la Russie était prête à travailler avec Kiev sur la base d'un mémorandum relatif à un futur traité de paix. Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей. Volodymyr Zelensky, qui a échangé avec Donald Trump, s'est dit, lui, prêt à négocier directement avec la Russie, mais a appelé Washington à maintenir ses efforts de médiation. En revanche, le président ukrainien a accusé Moscou de vouloir gagner du temps pour poursuivre la guerre et l'occupation. Il a donc exhorté les États-Unis à imposer des sanctions plus sévères si la Russie ne consentait pas à mettre fin à ce qu'il a qualifié de massacre. Aux États-Unis, 68 immigrés du Honduras et de Colombie ont été renvoyés dans leur pays d'origine dans le cadre d'un programme de déportation volontaire mis en place par l'administration Trump. Une initiative qui encourage le départ de personnes en situation irrégulière en leur offrant une aide financière de $1000 si elles acceptent de quitter le territoire américain de leur plein gré. De son côté, le Honduras a déclaré être disposé à apporter une aide locale à ses ressortissants rapatriés. No creo que sean miles de personas que apliquen a ese programa por volumen, pero sí vamos a tener bastantes casos y lo que nos compete es que vengan pues de manera ordenada, con vuelos charter, que tengamos los manifiestos con anterioridad para que así no haya ningún retraso y podamos apoyarles en todo lo que ellos requieren a su llegada al país. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump multiplie les initiatives pour lutter contre l'immigration irrégulière. Au mois de mars dernier, le gouvernement américain a expulsé plus de 200 Vénézuéliens accusés d'être des membres de groupes criminels vers le Salvador, où ils ont été immédiatement transférés vers un centre pénitentiaire. Une décision prise en dépit de tout jugement par la justice. Éviter de reproduire les erreurs de la pandémie de Covid-19 en cas de nouvelle crise sanitaire mondiale. C'est l'objectif d'un traité historique qui a été adopté mardi par les États membres de l'Organisation mondiale de la santé, après 3 années de négociations. Cet accord obligera les pays à prendre des mesures pour se préparer et réagir plus efficacement aux futures pandémies, afin de faciliter la mise en circulation de produits médicaux urgents tels que les vaccins.
Mais certains aspects du traité font encore débat parmi les États membres de l'OMS. Et le texte n'entrera pas en vigueur tant qu'ils ne se seront pas entendus sur l'ensemble de ces dispositions. Parmi les points sensibles, la création d'un nouveau système d'accès aux agents pathogènes et de partage des données avec les laboratoires médicaux en échange d'un accès aux vaccins et aux médicaments. Par ailleurs, le retrait des États-Unis de l'OMS pourrait grandement nuire à l'efficacité de l'accord. Les négociateurs américains ont quitté les pourparlers en début d'année, peu après la prise de fonction de Donald Trump. « 26 ans après, l'histoire entre la BBC et Gary Lineker va prendre fin. L'ancien international britannique a annoncé son intention de quitter la présentation de l'émission phare du football britannique Match of the Day. Un départ confirmé par la BBC qui reproche à son présentateur vedette de ne pas avoir gardé l'impartialité qui lui est imposée. En cause, le partage d'une story Instagram de Palestine Lobby, illustrée par la photo d'un rat et intitulée « Le sionisme expliqué en 2 minutes », une publication jugée antisémite. Gary Lineker a rapidement supprimé la publication et s'est excusé. « Toute ma vie, j'ai défendu les minorités et je me suis opposé à toute forme de racisme. Il n'y a pas de place pour cela. Je reconnais l'erreur et la peine causée », a-t-il déclaré. L'ancien international anglais a régulièrement pris position pour les civils palestiniens. La semaine passée, il a assuré que ceux qui restaient silencieux devant la conduite d'Israël étaient presque complices.